Bienvenue sur le forum des lecteurs France Bleu, La Montagne, Corrèze Télévision. Ce forum rend hommage à Jean-Marc Roberts, éditeur écrivain disparu qui nous a quittés le 25 mars dernier. Pour lui rendre hommage, Jean-Marc Parisi sera sur le plateau de ce forum des lecteurs pour le livre La mort de Jean-Marc Roberts aux éditions de la Table Ronde. Et puis viendront également témoigner, parce qu'elles l'ont bien connu et ont travaillé avec lui, Brigitte Giraud et Capucine Rua. Ce forum est animé par Marianne Payot. Bonjour à tous. En fait, nous ne devrions pas être là, non. Mais Jean-Marc, lui, aurait dû être là. Parce que Jean-Marc était un fou de Brive. C'était un fou de l'édition, et donc c'était un fou de Brive. Hier soir, il aurait dû chanter, comme souvent le vendredi soir, à la Truffe Noire. Bref, Jean-Marc nous a quittés donc le 25 mars 2013, à l'âge de 58 ans. Jean-Marc a toujours été très précoce. Précoce de l'écriture, il a publié son premier roman à 17 ans. Précoce dans l'édition, il y rentre dans la foulée. Précoce dans l'amour, dans la paternité, et précoce dans la mort, donc. Au lendemain de sa mort, une immense émotion a surgi dans toute la presse, dans les médias. Rarement on a vu autant de personnalités voulant témoigner de ce qu'ils avaient ressenti, de Christine Angot à Bernard Pivot, en passant par Patrick Modiano. Aujourd'hui, en cette rentrée littéraire, de nombreux auteurs ont dédié leurs livres. Boris Radzon, Brigitte Giraud qui est avec nous, Pierre Méraud, Bruno, jusqu'à Jean Rochefort. Il y a eu aussi des ouvrages déjà qui lui ont été consacrés. Son auteur et ami Philippe Claudel a publié un Jean d'Arc au mois de juin. Et aujourd'hui, Jean-Marc Parisi, son auteur et ami, publie La mort de Jean-Marc Roberts à la Table Ronde. Il est là donc pour témoigner sur Jean-Marc, en compagnie de Brigitte Giraud, bonjour, qui est romancière, éditrice aussi, qui a été journaliste, nul n'est parfait, et elle publie son 10e livre donc chez Stock. Avoir un corps. Après avoir publié son premier livre chez Stock, enfin le premier qu'elle a publié chez Stock qui s'appelait Nico, elle est aussi l'auteur de J'apprends, L'amour est très surestimé, qui avait reçu le concours de la Nouvelle en 2007. Et également avec nous Capucine Rua, bonjour, qui est éditrice chez Stock depuis 15 ans, autant dire qu'elle connaît bien le bougre, et qui est également romancière, qui a publié 2 romans, Celle qui ne parle pas et J'attends, également chez Stock. Donc Jean-Marc Parisi, nous allons commencer avec vous. Ce livre, La mort de Jean-Marc Roberts, ça a été une ardente obligation pour vous? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, vous vous êtes senti comme ça dans l'urgence, ou plus ou moins dans l'urgence pour écrire cet ouvrage? Non, c'est pas l'urgence, c'est que j'ai été troublé par le consensus, alors que c'était tout sauf un homme du consensus. C'est ça qui est étonnant. C'est qu'évidemment, la mort est telle une telle tristesse, est un tel choc que on peut effectivement tout de suite être d'accord sur un personnage, mais si on est d'accord sur un personnage, on le sera de manière superficielle. Et je me suis dit que Jean-Marc, c'était bien autre chose que tout ce qu'on en a dit. C'était quelqu'un qui était complexe, mais c'était surtout quelqu'un qui était multiple. C'est-à-dire que c'était véritablement, je le prends dans le livre, comme un personnage. D'abord, en tant que tel, il est déjà assez rare d'avoir un poste aussi important dans l'édition, être patron d'une maison d'édition, mais en même temps écrivain. Il ne faut pas oublier que Jean-Marc Roberts a commencé par l'écriture et que je l'appelle un petit prince parce que dans les années 70 et même au début des années 80, à 25 ans, il a le prix Renaudot et à 25 ans, il a déjà une carrière d'écrivain. Voilà. Donc c'est un homme à vie. À vie et à intérêt multiple, en fait, en quelque sorte. Voilà. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'est que Jean-Marc a commencé, il est mort jeune, il est mort à 58 ans, mais il a commencé très tôt. Son premier livre, il l'a publié à 17 ans, il a commencé dans l'édition à 18 ou à 19 ans, et je me suis servi de Jean-Marc Roberts comme d'une espèce de fil rouge pour parler des 30 ans, des dernières 30 années concernant le livre, la représentation du livre, la représentation sociale du livre, ce qui a changé dans l'édition, ce qui a changé dans le livre, ce qui a changé dans le support, dans le papier, le numérique, voilà. Jean-Marc avait d'une certaine façon accompagné... Mais ne pensez-vous pas justement que cette espèce de folie, en tout cas médiatique, autour de sa mort, si je puis dire, cet éditeur qu'on fête ainsi, ce qui est assez exceptionnel, vous ne pensez pas que c'est aussi peut-être la fin d'une époque? Mais c'est justement, vous avez raison, le consensus et l'énorme consensus et l'énorme hommage que tout le monde lui a rendu à ce moment-là, c'est un symptôme. C'est-à-dire que je dis que c'est une page qui se tourne,
mais que c'est la dernière page qui se tourne. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres choses, mais la façon qu'avait Jean-Marc Roberts d'incarner l'édition et d'incarner à la littérature cette présence, cette évidence physique, comme j'en parle, c'est quelque chose qui, de toute façon, voilà, ne se retrouvera plus. Jean-Marc avait une qualité particulière qui est la qualité de la littérature, c'est la présence. Il était tout le temps là, même d'ailleurs d'une certaine façon c'était assez trouble, parce qu'il était tellement tout le temps là qu'on se demandait où il était vraiment, hein, en quelque sorte. Mais c'est un peu comme la littérature. Jean-Marc c'est l'homme, Robert c'est l'homme livre, Robert c'est l'homme littérature, Robert c'est l'homme personnage, et évidemment pour des auteurs, c'est une grâce infinie que d'avoir pu travailler et d'avoir travaillé avec lui. Oui, vous racontez votre première rencontre il y a 10 ans, vous parlez de cette grâce de Petit Prince, justement, et de cette voix moelleuse et timbrée qui vous impressionne. Brigitte Giraud, vous l'avez rencontré, vous vous souvenez de votre première rencontre avec lui ? Oui, je me souviens très bien de ma première rencontre avec lui, c'est quand j'ai publié mon premier livre en 1997 qui s'appelle La Chambre des parents. Jean-Marc avait une quarantaine d'années, si le calcul est bon. Et cette première rencontre était à la fois faite d'énormément de simplicité, quelque chose d'extrêmement simple, un rapport très direct avec le texte, un rapport très direct avec la parole, et puis une capacité à prononcer assez peu de mots. Et à mon sens, enfin en tout cas dans la relation que j'avais avec lui, je le trouvais assez économe dans ses mots, mais à prononcer des mots d'une telle justesse, d'un tel enthousiasme, et surtout des mots qui vous donnent une telle confiance qu'avec lui c'était possible de devenir écrivain. En fait, donc vous avez été séduite immédiatement. Votre premier contact, votre première rencontre vous a séduite. Vous êtes dit je vais travailler avec cet homme-là. Oui, parce qu'il y a vraiment deux choses qui m'ont saisie. C'est une part de mystère qui était extrêmement séduisante, parce que je me disais qu'il y avait tout un tas de couches successives à découvrir chez cet homme-là. Et puis d'autre part, c'est le regard très 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 aiguisé par rapport au premier texte que je lui avais donné, que je lui avais envoyé par la poste. Et dans ce texte, il avait pointé précisément les deux endroits dont je n'étais pas très sûre, mais j'avais malgré tout envoyé le texte. Et à partir de là, une confiance très intense est née. Capucine Rua, vous aussi, donc vous vous souvenez bien évidemment de la première fois que vous avez rencontré Jean-Marc Roberts. Vous avez commencé à travailler avec lui. Oui, moi j'étais en stage chez Stock et 2 mois après, j'ai vu arriver une sorte d'inspecteur Colombo. Parce qu'il avait un trench, il n'avait pas de cravate, il avait des pieds nus dans ses chaussures. Enfin, on était en hiver là, il avait peut-être des chaussettes. Et d'un coup, j'ai vu un homme qu'on voyait à la télévision, parce que Jean-Marc Roberts était déjà très médiatisé en tant qu'auteur, mais là il devenait patron de maison d'édition, et d'une maison d'édition qui n'allait pas très bien à l'époque. Stock était une maison qu'il fallait faire un peu renaître. Et j'ai vu cet homme arriver avec une sorte de liberté, un petit côté voyou, un petit côté libre, un petit côté complètement romanesque. C'est-à-dire qu'on était déjà dans du cinéma. Et ensuite j'ai vu cette très belle chose, je trouve, c'est que tout de suite, il se trouve que les stagiaires avaient été mises de côté, un peu planquées. Et il a dit, mais où sont les stagiaires ? Elles sont où ? Demain, on fait une fête et je veux que toute la maison soit là. Et je ne sais pas si c'était le lendemain, Brigitte me dira, mais il se trouve qu'il quittait une maison d'édition, il avait créé cette très belle collection La Bleue. Et donc, il y avait des auteurs extrêmement fidèles. Et en quittant sa maison d'édition, tous ces auteurs, mais tous, ont suivi leur éditeur. Ce qui est très rare. Ce qui est très rare. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui auraient pu rester. Il ne faut pas oublier qu'ils ne venaient pas dans le stock d'aujourd'hui, mais ils venaient dans une maison où il y avait tout à faire. Et ils ne savaient pas. Ils ont eu ce désir de suivre leur éditeur, parce que ce n'était pas la maison qui comptait, c'était l'éditeur, cet homme-là. Enfin, bon. Et j'ai vu tout d'un coup tous ces auteurs dans un grand bureau, un peu inquiet, en même temps joyeux, un peu heureux de l'aventure. Et je garde vraiment ce souvenir de cette relation d'auteur à éditeur qui était vraiment remarquable. En ce qui concerne le travail, Jean-Marc, avec l'éditeur, d'après ce que les particularités aussi de Jean-Marc Roberts, c'est d'être un rapide. Il lit, vous parlez de lecteur TGV, hein, il va lire votre manuscrit quasiment dans la nuit, et puis après quand il opère quelques corrections avec vous, ça se fait vite aussi. Deux choses, je rejoindrai Brigitte quand elle dit qu'effectivement il avait le mot juste, c'est-à-dire qu'il y a deux choses qui peuvent caractériser Jean-Marc Roberts, c'est l'ellipse et l'évitement.
Et les livres, c'est intéressant quand vous êtes, parce qu'effectivement, la littérature, l'intéressant, c'est pas d'en parler, c'est d'en faire. Et il permettait d'en faire de la littérature. Et effectivement, mais ça c'est pourquoi? Parce qu'il avait ce que j'appelle une génétique d'auteur. Il ne faut pas oublier qu'on parlait le même langage, c'est-à-dire que, il ne faut pas en faire des tonnes, mais la peur qu'on peut parfois éprouver à écrire, le doute, l'isolement, la solitude. Roberts connaissait ça, c'est-à-dire que les rapports allaient vite en ce sens-là. Un mot, deux mots qui teintaient et on savait ce qu'il voulait dire. Il n'y avait pas besoin d'en rajouter. C'est une chance énorme parce que d'abord, quand on parle peu, on écrit plus, c'est-à-dire qu'on n'était pas à la discuter 1000 fois, etc. Donc on gardait toutes les forces pour l'écriture et surtout ça marchait dans les deux sens. C'est-à-dire que c'était pas toujours oui, ça pouvait être non. Et quand c'était non, c'était non. C'était non sur le moment, c'est-à-dire ça me plaît pas, ça va pas, je saurais pas le défendre. Voilà. En gros, c'est recommence, fais autre chose, etc. Et toujours, très étonnant, c'est que, effectivement, comme tu le dis, il pointait, c'est-à-dire qu'il ne se trompait pas. Et plusieurs fois, notamment sur un livre qui s'appelle Avant, pendant... Pas de longues phrases. Pas de longues phrases. Pas de longues phrases. Aussi bien d'ailleurs dans les livres que dans son bureau. Et je me souviens très bien que lorsque je lui ai remis le premier, ce qu'on appelle le premier jet de Avant, pendant, après, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bon, voilà. Il le lit, je lui donne, il le lit dans la nuit, même pas, il m'appelle le lendemain à 9h, il me dit c'est très bien, avant, pendant, après, mais il n'y a pas de pendant dans ton livre. Voilà. Et ça, je trouve ça formidable parce qu'il avait raison. Il dit, non, il y a un avant, il y a un après, mais il faut travailler le pendant. Voilà, il fallait changer pour le l'instant, non. Tu reviens au second, voilà. Et effectivement, et voilà. Le fait qu'il ne se trompe pas donnait une force. Brigitte, voilà. vous aussi, vous aviez ce même genre de rapport, je veux dire, éditeur-auteur avec lui. Vous aviez la même notion de rapidité et d'efficacité, comme ça. Oui, je crois que c'était la même chose pour tous ces auteurs, hein, il faut dire ça. Je crois qu'il nous a fait penser et on était tellement heureux de le croire qu'on était unique et en quelque sorte préféré, entre guillemets. Mais on savait bien que c'était quelque chose voilà, qu'il donnait à chacun. C'est pour ça que c'est très, très, très exceptionnel et précieux. Qu'en effet, ce type de relation ne pouvait se faire que d'une façon très rapide. On savait qu'il lisait tout à fait cessante et ça c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui mettent pas mal de temps pour lire un texte et pour un auteur ce qui est très compliqué c'est précisément ce laps de temps qui va entre le moment où vous rendez votre manuscrit et le moment où votre éditeur qui est la personne qui vous attend, donc c'est un privilège déjà d'avoir quelqu'un dans sa vie qui vous attend, à partir du moment où il vous passe ce coup de fil. Voilà, parce qu'on sait que la vie va basculer et on imagine qu'il peut y avoir un très gros retravail ou alors qu'on peut, ça peut passer, comme il le disait parfois, tu peux déboucher une bonne bouteille. Ouais. Ça c'était beau comme parole. Vous parlez du titre. Il adorait créer des titres, trouver des titres. Est-ce que vous pensez qu'il aurait aimé votre titre, La mort de Jean-Marc Roberts? L'un des plus beaux, parce qu'il a des plus beaux retours qu'on ait pu me faire, en tout cas sur le livre en tant que tel, c'est qu'il l'aurait publié. Ça c'est vrai, je suis à peu près sûr qu'en changeant deux, trois choses, c'est-à-dire qu'en changeant le fait qu'il n'était pas tout à fait mort, il l'aurait publié. Il aurait publié. Brigitte disait une chose importante sur la notion de temps, c'est-à-dire que je me suis demandé pourquoi effectivement quelqu'un comme lui, c'est-à-dire que c'est vrai, rendait le manuscrit le soir, le matin généralement. C'est-à-dire que je crois qu'il ne voulait pas être pris par le temps. Ça, c'est très important. Comme d'une certaine façon, la littérature ne veut pas être pris par le temps. C'est lui qui décidait. Et je dis dans le livre qu'il habitait la vie, mais la durée de la vie ne lui allait pas. C'est-à-dire que, en ce sens-là, c'était un personnage. C'est-à-dire qu'il était plus fort que le temps. Et on était, d'une certaine façon... Un déni de la fin, vous dites. Comment ? Il avait un déni de la fin. Du mot fin. Il n'aimait pas les fins. Il savait très bien que les plus belles histoires n'ont pas de fin. D'ailleurs, d'une certaine façon, quand je mets la mort de Jean-Marc Roberts, c'est évidemment une antiphrase pour moi. C'est-à-dire que pour moi, il est beaucoup plus vivant que beaucoup de gens qui sont vivantes aujourd'hui. C'est-à-dire que la mort de Jean-Marc Roberts, c'est surtout la mort d'autre chose. Mais lui, non. Voilà. Et vous parlez également d'un éditeur haute fidélité. J'aime bien cette expression. Et vous parlez de son empathie. Ça, c'est aussi assez exceptionnel. Haute fidélité, on va revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir les titres.
Il adorait la variété. Pour moi, c'était même un éditeur de variété. C'est-à-dire qu'il était capable de tout publier. Des choses graves comme des choses moins graves. Et c'était un chanteur. Il chantait. Il aurait aimé être chanteur d'ailleurs au départ. Comment ? Il aurait bien aimé être chanteur. Oui, alors et non seulement il aurait bien aimé être chanteur, mais je sais qu'en même temps, c'était un bon imitateur. C'est formidable. Un type qui est à la fois chanteur, imitateur, parce que c'est un menteur aussi. Donc il pouvait passer faire toutes les. Enfin, il pouvait prendre toutes les voix. Voilà. Les titres, évidemment, c'était important parce que c'était le côté gimmick, c'était le côté on attire l'œil, on attire le regard, on attire l'esprit, et c'était un plaisir. Mais en ce sens-là, vous savez, un éditeur, c'est aussi, d'une certaine façon, il ne faut pas qu'il soit que ça. Je veux dire, on est obligé d'être une forme de publicitaire, en fait, en quelque sorte. Et il y avait un gros travail sur les titres. Moi, je me souviens très bien qu'on a pu passer parfois des jours, voire des semaines entières, à se dire que c'est pas le bon titre, etc. Entre nous, quand on passe autant de temps sur un titre, c'est que généralement ça va pas. Hein. Normalement, le titre, on le trouve tout de suite ou très peu de temps après, mais je dirais pas lequel. C'est mauvais signe. Hein, voilà. Ouais. Capucine, je crois que vous vouliez dire quelque chose. Pour revenir sur ce que Jean-Marc disait, c'est vrai que Jean-Marc Roberts aimait dire qu'il publiait des moutons à 5 pattes. C'est-à-dire ce qu'il aimait. C'est gentil pour nos amis. Voilà. Non, mais c'était dans le sens, c'est-à-dire la singularité de l'auteur. Ce qu'il cherchait à chaque fois, c'était une voix, un univers, une singularité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il arrivait très tôt le matin, à 8h30, et son plaisir, c'était d'ouvrir ses manuscrits lui-même. Il ne supportait pas, il n'aimait pas qu'on décachette à sa place. Et toute sa journée était comprise dans cette lecture-là. C'est-à-dire que son corps de métier, c'était vraiment la lecture, la lecture, la lecture. Et jusqu'à la fin, la toute fin avec la maladie, il s'excusait de mettre 3 jours à lire un manuscrit. Il me disait, excuse-moi, je vais mettre 3 jours ou 4 jours. Parce qu'il avait ce rapport, comme disait Jean-Marc, au temps. Pour lui, il avait la maîtrise du temps, comme ça. Et la maîtrise de l'événement, c'était. Je pense qu'il voulait être plus fort que le temps. Et quand tu parles de cette histoire de décacheter, parce que la notion d'enfance est très importante chez Jean-Marc Robert tout le temps, tu as tout simplement l'impression que quand je t'entends, j'ai toujours l'impression d'entendre qu'il va décacheter comme une pochette surprise. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui voulait absolument être surpris. Voilà. Ouais. Voilà. C'est ça aussi le rapport au temps, c'est qu'il n'était pas question de s'ennuyer une seconde. Voilà. Et tous les fâcheux, tous les types ennuyeux, tous les types ou les gens qui faisaient des problèmes, bon, il n'en voulait pas, mais il voulait être surpris tout le temps. Parce que vous écrivez à un moment donné, c'est lui qui le disait, l'auteur est innocent, l'éditeur est coupable. Ouais. Ce qui signifie, en gros, que c'est à l'éditeur de faire son travail une fois que le texte est publié et qu'il y a un savoir-faire. Alors là, très important. Et lui, notamment au moment de la rentrée littéraire, au moment de la ronde des prix, on sait bien l'importance qu'il y a attaché et le soin qu'il y mettait. Je dirais que, parce que là on en est dans le côté psychologique et finalement privé presque de Roberts, mais c'était un grand professionnel. Je veux dire, c'était un grand professionnel au sens où effectivement on entend peu aujourd'hui l'édition dire l'éditeur est responsable et l'auteur est innocent. C'est-à-dire que je n'ai jamais entendu Roberts se défausser de l'échec d'un livre. C'est-à-dire qu'il n'a jamais... Il prenait sa part. C'est-à-dire qu'il prenait cette responsabilité-là. Tu n'y es pour rien. C'est moi, c'est les autres, mais en tout cas, ça n'est pas toi. Moi, si je te publie, c'est que j'ai considéré que c'était ton meilleur livre. Donc, de toute façon, c'est ça l'innocence. Hein. À partir de là, si ça ne marche pas, ce ne sera pas de ta faute. C'est que quelque part, ça a foiré, mais voilà. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça renvoie à cette histoire de fidélité. Et ça renvoie à cette histoire de confiance. Il faisait simplement son travail, quand beaucoup de gens ne le font plus. Voilà. Brigitte, vous pensez la même chose ? Moi, je pense que ce qui était très important pour Jean-Marc, c'était la transmission du désir. C'est vraiment le mot désir. Comment il pouvait, lui, propager un désir qui était le sien face à un texte, désir auprès des libraires, auprès des journalistes, auprès des jurés de prix. Et c'est vrai qu'on se souvient bien que quand il avait un désir fort, il savait vraiment l'imposer, y compris un désir pour un auteur qui ne vendait pas beaucoup de livres, mais dont il pensait que l'œuvre était singulière et suffisamment importante
pour qu'ils prennent le temps, avec l'auteur, de franchir toutes les étapes pendant plusieurs C'est un années. peu la défense illustration là, du bandeau. Tout est possible. Hein, on publie, alors tout est possible. Et tous les coups, peut-être pas tous les coups, mais beaucoup de coups sont permis. Et ça veut dire aussi que, pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire aussi qu'un livre, c'est jamais un auteur, quoi qu'on en dise, et sa feuille et son livre. C'est aussi un éditeur. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'il y a dans le livre un passage sur son côté médium. C'est-à-dire qu'il y avait chez Jean-Marc quelque chose qui relevait de la chose suivante. On écrit, un auteur écrit. Au point final, l'auteur est mort d'une certaine façon. Il a remis son texte, l'auteur est mort. Et c'est Jean-Marc, le médium, qui rentrait là, en action. C'est-à-dire que, prenant la place de l'auteur, il commençait à s'activer pour lui. C'est-à-dire, et c'est vrai que c'est le côté haute fidélité. Il faisait tourner les tables. Il avait un côté spirit. Il faisait tourner la table des jurés au prix littéraire, il faisait tourner les tables des journalistes. Il avait aussi un côté faisait table de tourner poker. Ouais, exactement, il jouait comme ça. Mais c'est très important quand je dis qu'il y a un moment dans l'élaboration d'un livre où quelque chose meurt. Et il faut absolument que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne le relais. Et Jean-Marc était là. Voilà. L'écriture, c'est pas simplement la vie. Vous sortez d'un livre, vous êtes exténué. Moi, je connais des auteurs qui tombent littéralement. Et lui, il était là, il était neuf, il arrivait avec sa surprise et tout. Et il ressuscitait tout ça sur un autre plan. Nous, on n'avait plus qu'à se coucher, c'était très bien, on attendait. Et généralement, ça se passait bien en plus. Mais juste pour compléter ce que tu dis, au départ, il y avait toujours la littérature. C'est-à-dire qu'il y avait toujours, je n'ai jamais vu ne pas avoir d'excitation sur un livre qu'il a publié. Jamais, Même jamais. le livre de Marcella Yacoub. Ah mais évidemment, et puis il était déjà effectivement malade. Il a parlé de ce texte, mais il a parlé de la qualité de ce texte. À chaque fois, Jean-Marc parlait des qualités d'un texte. Que Jean-Marc, quand même, celui-là, qualifie de brouillon insane. De brouillon insane. Oui, bien sûr. Regret, aucun regret. Comment Aucun regret. Non, aucun regret. Ouais. bien sûr. Non, mais c'est ça qui est passionnant aussi dans La Bleue, c'est qu'il y a des auteurs. La Bleue, donc, c'est Très la collection de Jean-Marc Roberts. Il y a des auteurs très différents. Et comme le sous-entend Jean-Marc Parisis, les bénéfices tirés de certains ouvrages permettaient d'alimenter une forme de fonds de soutien pour ce qu'il appelle la littérature universelle. Il faut, ce qui est très, et le Jean-Marc Parisis le dit très bien, c'est que Jean-Marc soutenait des œuvres. C'est-à-dire qu'il disait toujours, quand tu as ta page du même auteur, il faut que tu sois fier de chaque livre. Donc il poussait toujours les auteurs à aller au maximum de leur texte pour qu'ils soient fiers. Et il les voyait dans une œuvre. Et il a fait ce travail d'éditeur qui est de plus en plus difficile, qui est de soutenir la littérature, qui est de soutenir des auteurs, même si ça ne se vend pas. À partir du moment où il avait ce désir de cet auteur et du livre, il était capable de se battre vraiment comme un chien. Et ça, les auteurs sentaient cette relation absolument unique. Ce désir-là, c'est vraiment la relation auteur-éditeur, cette envie, ce désir qui est très fort. Mais c'est vrai, comme tu le dis très bien dans ton livre, c'est de plus en plus difficile d'avoir des éditeurs qui se battent. Il se battait pour une autre raison. C'est quelqu'un qui détestait l'ennui et qui détestait, excuse-moi l'expression, mais s'emmerder. Donc il y a une bonne solution pour jamais s'emmerder. C'est y aller, se battre pour un livre, faire des coups, etc. Il avait... pour lui, l'ennui, c'était la mort. Donc, si tu veux, alors c'est formidable que cette énergie, et c'est ça, voilà la grande particularité de Roberts, c'est que cette énergie, cette pulsion de vie, il la mettait au service du livre, de la littérature. Aussi bien d'ailleurs en tant qu'éditeur qu'en tant qu'écrivain, parce qu'on n'en parle pas assez. C'est quelqu'un qui a écrit des livres complètement inouïs. Je veux dire, on dit souvent, il racontait sa vie, c'est plus ou moins c'est pas forcément ça, c'est plus que ça. Il y a parfois des pages d'imagination complètes. Il y a de J'aime bien quand vous parlez, de phrases anodines à double fond. À double fond, bah oui, bien sûr, il était comme ça aussi, comme ça. Mais c'était un Jean-Marc aussi dans ses livres il pouvait avoir un côté écriture très, très, très biographique, mais également une écriture très de conte, à la limite du fantastique parfois. Hein, voilà. Donc tout ça pour vous dire quand même que quand on est en train de dire tout cela, et finalement on se dit que effectivement, oui, c'était un personnage, quoi. C'est vraiment un personnage un peu à la Modiano, vous dites. Oui, parce que chez Modiano, il y a ces personnages qui sont toujours d'une certaine façon, sinon en fuite, du moins dans l'évitement, qui sont traqués, qui sont doubles, qui changent d'identité, qui sont... Vous dites traversée d'ombre.
d'énigmes, de hantises. De hantises, voilà, qui sont poursuivis. Et je trouve que c'était un peu ce qui caractérisait Jean-Marc aussi, et que c'était beau parce que d'une certaine façon, quand on est comme ça, on ne peut pas être vaniteux, on ne peut pas s'incarner. Et Jean-Marc, c'était un peu du vent, c'était aussi quelqu'un qui changeait, c'est-à-dire que d'une pièce à l'autre, d'un interlocuteur à l'autre, d'un auteur à l'autre, d'une femme à l'autre, D'un appartement à l'autre. d'un appartement à l'autre. C'est pour ça que je dis qu'il relottait d'appartement en appartement, d'éditeur en éditeur. Oui, c'est son côté gitan, là, vous C'était dites. son côté gitan. Et il y avait ce côté aussi sincérité multiple et épiphanique, c'est-à-dire que chacun était... quand il parlait, il ne mentait jamais sur le moment. Voilà. Chacun était unique. Chacun était moment unique. T. Voilà. Ouais. Mais au bout du compte, ça faisait beaucoup de personnes uniques pour lui quand même. Il était entouré de personnes uniques. Voilà. En tant qu'éditeur, d'ailleurs, il était assez autoritaire, non? Je veux dire, il n'était pas vraiment un homme d'équipe. C'était je décide et je décide. Ah, alors je suis pas tout à fait d'accord parce que son équipe avait extrêmement beaucoup d'importance. Et quand il est arrivé chez Stock, je crois qu'il a voulu faire la maison dont qu'il aurait rêvé en tant qu'auteur. Justement, il voulait qu'un auteur, et je pense que les deux auteurs qui seront là en seront d'accord, un auteur se sente accompagné, que ce soit par son attaché de presse, par le commercial, que ce soit par les droits. Il essayait de faire en sorte qu'il y ait une communication d'équipe. Et puis surtout, en tant que patron... C'était pas un homme de comité de lecture, c'est de Ah non, alors ça. là, non. Voilà. Alors là, on est tout à fait d'accord. Jean-Marc détestait les comités de lecture. Il avait des souvenirs un peu cuisants au seuil, où il n'avait pas pu imposer des auteurs qui lui tenaient à cœur. Et il avait décidé qu'effectivement, il était le seul à décider. Il avait ce pouvoir, effectivement, total de l'éditeur. Oui. Quand, au lendemain de sa mort, Jean-Marc Parisis, on vous a demandé un mot pour dire ce que vous ressentiez, vous avez dit le mot irremplaçable à l'époque. Puis vous avez rajouté princier. Oui. Ça serait le même que vous choisiriez aujourd'hui? Oui, oui. Et pour dire d'ailleurs à quel point il savait aussi, dans tous ses personnages, qui il était vraiment, ce mot-là que j'ai employé, il l'a employé à son égard dans un livre qui s'appelle Toilette de chat, où à la fin, là on est dans le fantastique, il y a une scène d'enterrement du chat, et il y a un chat qui s'appelle Lala, mais c'est un milliardaire qui fait l'éloge funèbre du chat, et bizarrement l'éloge funèbre, c'est l'éloge funèbre de Jean-Marc, 10 ans avant sa mort. Et il termine par... Voilà, et il était irremplaçable. Comme quoi, si vous voulez, il n'avait pas besoin de penser pour être intelligent. C'était un type d'une suprême intelligence, et il savait très bien qui il était. Mais il ne l'aurait jamais dit. Il l'aurait écrit, il savait. Mais en effet, il était irremplaçable. Je veux dire, Et vous, Brigitte Giraud, quel mot, s'il y avait un mot, pour illustrer l'homme, l'ami, l'éditeur, l'écrivain, c'est beaucoup, hein? Mais un mot. Je sais pas, moi je dirais lucidité extrême. Ça en fait au moins deux. Et en même temps, enfance extrême aussi. Capucine, après on me dit que... Je sais pas, je vois une photo de lui derrière et je le trouve très beau. Et je le trouve magnifique. Ouais. Je sais pas, je pense que comme on l'a compris, il y a tellement de mots qui seraient possibles. Voilà, la photo, moi, me va très bien. J'aurais juste terminé par une citation tirée du livre de Jean-Marc sur l'amitié. Il dit « Si un ami, c'est celui qui vous laisse être ce que vous êtes devenu, qui vous laisse parler et écrire comme vous l'entendez, qui ne vous juge ni ne vous envie, qui vous rappelle dans l'heure, si un ami, ce n'est jamais un con, alors Jean-Marc Roberts fut un ami. » Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très beau comme définition de l'amitié. Vous êtes d'accord avec vous-même? Bien sûr, il y a tellement de définitions de l'amitié que celle-ci voilà, me convenait. Dernière chose pour rebondir sur ce que dit Brigitte à propos de l'enfance. Oui, parce qu'il y avait cette notion de jeu aussi, mais il y a autre chose aussi que je dis dans le livre à propos de l'enfance, c'est que l'enfance crédite autre chose que le jeu, elle crédite l'héroïsme. Et je pense qu'il faut penser à ça, c'est un héros. Quand on sait comment il a fini, quand on sait jusqu'où il a été pour ses auteurs, pour lui, pour ses proches, pour ses livres, c'était un héros, voilà. Merci beaucoup. On n'a pas parlé de Jean-Marc l'écrivain, pas assez, mais voilà. Merci à tous et à bientôt.